4 épisodes, 5 épisodes. Ils ont été un peu plus longs que je croyais, mais j'ai à peu près dit ce que je devais dire, la petite part que j'en portais moi. Pour la Révolution française, on a toujours l'impression d'une éclipse de la littérature. La littérature meurt avec Chénier. Chénier, d'où est-ce qu'il aurait pu parler la Révolution, sinon puis la mort. Alors ça vient après, ça vient par de grands coups de butoir. Un, c'est les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, position de l'exilé, ou bien la position de celui qui est dans le mauvais camp, mais qui voit défiler la tête de son frère sur une pique, ou bien qu'il cherche à identifier les ossements de Marie-Antoinette dans la fosse commune de la basilique de Saint-Denis. Et puis, évidemment, Michelet. Et Michelet, c'est plus fort qu'un roman quand il fait son histoire de la Révolution. On a tous ces hommes, comment ils sont dressés en chair, en poids, en êtres de parole. Évidemment, on ne peut pas se contenter de Michelet. Après, on lit, on explore, il y a tellement de pistes pour venir. Mais Michelet, il y a une fondation. Et ceux qui se risquent dans des endroits comme ça, les premiers, toujours une grâce supplémentaire, quelque chose qui arrive sur eux. C'est pareil pour la Première Guerre mondiale. L'ouverture de Voyage au bout de la nuit, ou bien Orage d'acier de Jung, ou plus tard Le bras coupé de Blaise Cendrars. Position illégitime, des positions à l'écart. Est-ce qu'il y a une littérature de mai 68 ? Je pense qu'on a tous écrit dans le bouleversement qui était initié par la traversée des années 60 et ce qui s'accélérait, et par ce qui allait s'accélérer, ce qui allait s'amplifier dans la traversée des années 70. Et évidemment, pas moyen de décrire la grande traversée des années 60. J'ai essayé de prendre le contre-pied dans ma bio des Stones. Et évidemment, pas question de poser la traversée des années 60 sans prendre en compte ce qui la focalise Paris pour nous, dans notre territoire et dans notre langue. C'est drôlement étonnant quand on travaille l'histoire des Rolling Stones comme je l'ai fait, en quoi à l'échelle hors France, cet élément-là ne veut quasiment plus rien dire. Et idem, dans ce grand chamboulement des années 70, les choses ont été remises dans l'ordre. Ça y est, il y a un périphérique autour de Paris, ça y est, il y a des autoroutes, ça y est, on peut prendre l'avion, ça y est, la télévision est passée en couleur. Quand est-ce qu'elle passe en couleur, la télévision ? 1969, l'année où on marche sur la Lune, l'année où meurt Brian Jones. Ces départs renvoient comme dans un long passé, ce mai 68, comme l'histoire de quelque chose qui finit, plus que comme quelque chose qui commence, puisque tout ce qui commence avait déjà commencé. Et pourtant, il y a quelques années, un auteur que jusque-là j'avais laissé de côté ou négligé, en tout cas je connaissais ses romans, pas son œuvre biographique, tout d'un coup, je me dis, ça, c'est mai 68 écrit. Ça fait bientôt 10 ans que ce texte, je l'ai en tête, et je serais incapable de citer autre chose. Évidemment, les textes qui déchirent, pas dans l'acception familière d'aujourd'hui, mais prends par exemple Michel Journiac, Gina Pan, deux performeurs, artistes visuels, mais qui se sont exprimés par, avec les textes, ont changé l'ordre de la littérature. Est-ce que c'est eux, les auteurs de mai 68 ? Quand on explore Debord, Guy Debord et ses amis, ce collectif, dans les années 56, 58, est-ce que c'est pas là la littérature de mai 68, 10 ans avant, mais vous pouvez le savoir, c'est nous maintenant qui pouvons l'établir à ce niveau. Le texte qui pour moi incarne mai 68 complètement, c'est dans les anti-mémoires de André Malraux. Pas un texte continu, c'est des chapitres. Ces chapitres sont datés. Malraux est ministre de la Culture. Le texte est daté lundi 6 mai 1968. C'est une série qui s'appelle Hôte de passage. Mais c'est une série discontinue. Le chapitre d'avant est daté fin 1966. Celui-ci est daté lundi 6 mai 1968. Et le suivant, on est dans un dîner chez De Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises, en 1969. On prend un exemple particulier concernant mai 68 et on va rattacher la totalité du reste, mais c'est l'instant seul qui va exprimer la complexité globale. La scène est complexe.
On a une dizaine de pages. Donc arrive dans le bureau de André Malraux, ministre de la Culture, un ami qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Au ministère, j'attends Max Torres. Nous étions amis au temps de la guerre d'Espagne. Secrétaire d'État pour la Catalogne, communisant, mal vu du parti, ex-psychanalyste. Je l'avais connu d'abord à Pontigny, émigré en 1938, professeur à l'Université de Mexico, puis à Berkeley, où il dirige le séminaire de chimie du cerveau depuis 1958. Je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. Entre un vieillard en tweed, main tendue, Voltaire aux cheveux blancs. Son visage n'est pas méconnaissable, mais l'âge l'a marqué comme un sculpteur mécontent. Un aspect placide succède à l'agitation d'autrefois, qui a rappelé dans l'encadrement de la porte la jovialité des retrouvailles. Voltaire tient précieusement devant lui un drôle de petit cabas, le pose sur mon bureau, et nous nous étreignons à l'espagnol avec un peu de malaise. Peu d'années séparent ma vie de la sienne, dont je ne connais plus qu'une carrière. Dans la conversation qui s'élabore, il y a un échange que Malraux probablement reconstruit de fond en comble, mais qui est passionnant parce que on évoque Marx, on évoque la guerre, on évoque la responsabilité, on évoque Hitler, on évoque beaucoup la psychanalyse, Freud. C'est sans arrêt un rôle, la discussion qui fait depuis l'entrée du personnage jusqu'à son départ 10 pages plus loin, on est dans un récit de conversation. Dans les interstices de cette conversation, qu'est-ce qui met Malraux ? On est là, vous savez, où il y a maintenant les colonnes de Buren, au jardin du Palais Royal. Toujours là, donc ce ministère. Et de l'autre côté, la Comédie Française. On est la fin d'après-midi, et à un moment donné du soir, les lumières de la Comédie Française, où on joue à ce moment-là une pièce de Racine, vont s'éclairer. Et que l'arrière du théâtre s'éclaire, c'est quelque chose d'immémorial, quelque chose de classique. Oui, on continue de jouer Racine en plein trouble. Dans le même bureau, dans les mêmes interstices de conversation, presque toutes les pages, entre un huissier portant sur un plateau d'argent les dernières dépêches. Les dépêches concernent ce qui se passe en temps réel à la fac de Nanterre. Le ministre, bien entendu, est informé. C'est en majuscule. Entre un huissier, il m'apporte un téléx du ministère de l'Intérieur. Ces nouvelles se succèdent depuis le déjeuner. 1500 étudiants empêchent la police de manœuvrer. Stop. Groupe important se dirige vers d'Enfer Rochereau. Stop. Il y a 4 jours, l'UNEF appelait étudiants, enseignants et travailleurs à se rassembler aujourd'hui à 18h30, place d'Enfer Rochereau. Interdiction. Fermeture de la faculté de Nanterre. 83 blessés. Occupation de la Sorbonne par la police. Daniel Cohn-Bendit et ses camarades, chefs du mouvement du 22 mars à Nanterre, devaient comparaître ce matin devant le conseil de discipline de l'université. À 9h, l'UNEF renouvelait son appel contre l'interdiction. À 9h30, vous voyez la langue ? Tout d'un coup, il n'y a plus rien de littéraire. On est factuel, mais on est factuel dans un rythme, on est factuel dans une dureté, on est factuel dans ce qu'on sélectionne, dans ce qu'on désigne, donc on est encore dans la littérature. Ensuite, il ne se donne plus la peine de dire l'huissier entre, il y a juste les capitales. 1000 enseignants quittent la faculté des sciences pour rejoindre la manifestation. Ce sont les informations ministérielles des jours de crise. Barricade d'Alger, putsch des généraux. Lors des barricades, je pensais aux passagers qui entouraient le téléx de mon paquebot en 1925. La grève générale est déclarée à Canton. Le premier téléx que j'ai vu suivait le match Carpentier-Dempsey. La nuit du putsch des généraux d'Alger, j'étais à l'intérieur, etc. Malraux se permet comme une digression en flashback. Et puis c'est la conversation qui reprend. Les gens deviennent crétins et contents de l'être. Qui, les gens ? Le vaste lustre doré l'éclaire au passage, puis il se perd dans l'ombre qui rejoint la nuit du palais royal, un dernier reflet sur ses cheveux blancs qu'il agite et sur son index qu'il lui brandit. Et puis tout d'un coup, un autre miracle. C'est à ce miracle-là que je voulais aboutir, et ça me suffira. La psychanalyse, dit-il au fond, je m'en fous, comme la rivière. La science est entrée dans ma vie avec la chimie du cerveau. Elle commence en 1957, n'oublie pas. J'avais donc une vie derrière moi. Elle a tout changé. Mais personne, tu m'entends, personne ne sait pourquoi. Le cerveau obéit aux drogues que nous lui administrons. Nos découvertes sont empiriques comme tant d'autres. La pénicilline, commencée par l'hypothèse, je confirme par l'empirisme. Tu te rends compte ? Mais attention, il ne s'agit pas de placebo. La camisole de force a purement et simplement disparu. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Il est tombé en arrêt devant la cheminée. Malraux. Un chat de bois que Balthus m'a rapporté du Japon. Porte-bonheur. Il lève la patte gauche. Ah bon. Il reprend sa marche et son discours. Et ça, moi,
Oui, il suffit de 2 lignes. On a cette conversation qui brasse la psychanalyse, le marxisme, les guerres, d'avoir passé 30 ans et tout traversé, la guerre d'Espagne. Puis l'un et l'autre se sont séparés. Il y en a un qui est prof à Berkeley, l'autre qui est devenu, après les tanks, après les voyages, ministre de la Culture. Quel ministre de la Culture? Et dans ce bureau où la révolution de Nanterre, il y a un telex qui tient, vous savez, ce truc de Gertrude Stein qui dit qu'on peut écrire en 6 mots. Des dernières dépêches, c'est l'huissier, 2 points. Capital majuscule, 450 blessés. Votre freudo-marxisme, demande Max, a naturellement commencé par la contestation sexuelle, une histoire du dortoir. L'important n'est pas là, tous les gouvernements internes. 450 blessés, qu'est-ce que ça signifie entre texte et réalité? Or, ça, dans ce lieu où, à mesure que la nuit tombe, les lumières du lieu où on joue Racine de l'autre côté se sont allumées sur la cheminée, quelque chose qui, pour l'interlocuteur de Malraux, est totalement incongru. Un petit chat en bois qui lève la patte. On en trouve partout au Japon, de ces petites statuettes. Simplement, c'est Balthus qui l'a offert à Malraux. C'est pas la question du petit chat en lui-même, c'est la question de comment Malraux, pour condenser en 10 pages tout ce qui s'est passé dans cet engouffrement, se contente de produire en 2 lignes un petit chat en bois, mais apporté par Balthus, qui lève la patte en signe de porte-bonheur. Et là, on est dans la littérature. Et pour moi, cette image-là, vous savez, c'est quand on se concentre sur une image mentale pour arriver à fixer bien autre chose, et puis que vous puissiez, en reconvoquant l'image, retrouver toutes ces autres choses que vous y aviez triées, condensées. Là, on est dans de la grande littérature. Merci le petit chat en bois que Balthus a offert à Malraux. C'est page 556 des œuvres complètes. Autobiographie tome 3.